Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast d'ici Paris, Île-de-France, épisode 37 aujourd'hui. Je vous rappelle que La Tribune, vous la retrouvez en podcast, téléchargement sur Spotify, Deezer ou encore iTunes et que vous pouvez voir notre trombine sur YouTube, notre chaîne YouTube 100% PSG, ici Paris, Île-de-France. Chaîne qui, très tranquillement, va aller chercher sa barre des 10K comme prévu. Il y a un resto en jeu avec la team et puis vous remercier aussi pour... on fait des paliers en fait. Après, je sais pas trop, 100 000, qu'est-ce qui va se passer après un resto. D'ailleurs, abonnez-vous, n'hésitez pas sur cette chaîne. Et si vous êtes déjà abonné, vous likez par exemple cette tribune. Vous n'hésitez pas, c'est bien urbain de votre part. Tiens, la petite question du jour, et je remercie l'un des débatteurs, je le ferai tout à l'heure dans quelques instants, mais on va faire le joueur du mois. Oui, je veux savoir quel est votre joueur du mois. Je vous rappelle qu'au mois de janvier, on a élu Warren Zaïre-Emery comme joueur du mois de janvier. Le mois de février est passé. Allez-y maintenant, mettez-moi ça sur le chat pour qui vous votez. Et vous savez quoi ? Moi, je reste sur Warren Zaïre-Emery. Ça sera mon choix à moi. Faites ce que vous voulez. Il y a du Doué, il y a du Safonov, il peut y avoir, du Pacho, à vous de voir. Défenseur, ça va peut-être être un petit peu difficile vu la tête de la défense en ce moment. Mais ça, après, c'est votre choix. Mais voilà, moi, je remets une pièce sur Warren pour le mois de février. Bon, d'accord. J'ai ma tasse Warren Zaïre-Emery. Je suis peut-être un petit peu influencé. Mais en tout cas, n'hésitez pas pour le joueur du mois de février. Vous mettez ça sur le chat. Après avoir dit ça, il est temps d'ouvrir la tribune. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune 100% PSG, la victoire du Paris Saint-Germain, 1-0 au Havre qui permet de creuser l'écart en tête. 4 petits points d'avance sur Lens. C'est pas un trou béant, mais ça fait un petit matelas en cas de pépin sur les 10 derniers matchs à jouer. En championnat, on moulinera cette rencontre, bien évidemment, avec le j'aime pas, et on évoquera ensuite la prestation de Bradley Barcola en numéro 9. Est-ce que c'est la bonne solution pour la fin de saison de mettre Barcola en numéro 9 ? On se pose la question. On ira en faire ensuite un petit tour du côté de l'infirmerie. Oui, c'est pas mal parce qu'il y en a quelques-uns qui sont à l'infirmerie et il y en a un, ça fait un petit moment, ça fait plus d'un mois, c'est Fabian Ruiz. Est-ce que c'est la blessure inquiétante ? On va se poser la question, on va essayer de creuser, de comprendre ce qui se passe autour du dossier Fabian Ruiz avec sa blessure au genou. Enfin, on évoquera aussi le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu vendredi. Paris tombe sur les Blues de Chelsea. Est-ce que c'est un bon ou mauvais tirage ? J'ai regardé Arsenal-Chelsea hier. Va quand même savoir se mouiller la nuque, les enfants, pour aller essayer de taper les Blues chez eux et chez nous. De ça et du reste, on en parle dans la tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour ? Aymeric Le Gall de 20 minutes, bien le bonjour. Salut Bruno, salut tout le monde. Content de te retrouver. Oui, après ma défection de la dernière fois. Et oui, rappelez-vous les amis, la petite panne de réveil, l'électricité, voilà. Tout ça. Bruno, j'ai un problème. Il est 10h30 et je devrais être devant toi à l'heure actuelle. C'était, pas de problème, mais ça s'est bien passé. Pour me faire pardonner, j'ai une petite idée pour tes 100 000, les 100 000 vues, là, ce qu'on fait. Tu nous invites une semaine dans ta maison secondaire de plantes de cul, dans les hauteurs de Marseille. Que je n'ai pas, arrêtez, je n'ai pas de maison secondaire. C'est pas vrai, et surtout pas du côté de Marseille. C'est faux, je tiens à le dire. C'est vrai, moi je témoigne, c'est faux. Voilà, Boulogne-Billancourt, très bien, et un petit peu de Grenoble, c'est tout. Avec nous, Ilyes Peters de 90 minutes CH. Quand il le dit comme ça un peu rapidement. Salut Ilyes. Salut Bruno, salut à tous. Bienvenue, très heureux de te retrouver. Enfin, on a le plaisir d'accueillir un nouveau dans cette tribune. C'est ce que l'on aime finalement aussi dans cette tribune. Il y a les anciens comme moi, comme Aymeric et comme tant d'autres, mais il y a aussi la jeunesse, Ilyes, et aussi désormais Haris Djelani. Salut Haris. Salut Bruno, salut tout le monde. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Dans cette tribune de Foot National, journaliste à Foot National, il suit l'actualité du Paris Saint-Germain à la saison. C'est un camarade que l'on croise très régulièrement dans les zones mixtes et aussi conférences de presse et pendant les matchs. Donc ravi de te recevoir avec nous et je sais que merci à toi. Il devait rentrer tranquillement aujourd'hui et vu qu'on avait quelques défections, je l'ai appelé en disant écoute Haris, est-ce que tu viendrais pas ? Je change mon billet, j'arrive.
Allez. Chapeau, merci beaucoup, puisque Grenoble, Valence, on peut le dire, voilà. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi d'être avec nous et Merci à toi. bienvenue. On va mouliner avec toi et les copains l'actualité du Paris Saint-Germain. Petit tour de table déjà, juste première chose, votre joueur du mois de février, vous de votre côté, Émeric. Allez, ça c'est fait, merci Ça a pas beaucoup. été un Ça mois- fait plaisir ton retour. Ça n'a tiens. pas été un mois extraordinaire, mais je vais dire Safonov parce que j'ai envie d'en parler depuis tout à l'heure. On va en parler et ouais, je suis un peu amoureux de Matt Veil. De Matt Veil. Allons-y pour toi, Elias. Je penche quand même pour Désiré Doué qui a vraiment bien inversé la tendance et je pense que les 2 matchs contre Monaco notamment, on les attendait pas de sa part. Donc je pense que c'est lui qui a eu les moments les plus forts de ce mois côté PSG en tout cas. Et toi, de ton côté, Harris? Moi, je te rejoins sur Warren Zaïre-Emery. Ça a été dans ce mois de février un peu difficile, le plus régulier. Il est bien, Harris. Voyez, faites un peu des efforts. Voyez comment ça doit se passer un Et petit moi, en peu. fait, je suis d'accord avec Ilias. Voilà, finalement, t'as changé. C'est bien. Toi, c'est t'as pas mal. vraiment des avis tranchés. C'est bien. Tu restes sur tes acquis. Il n'y a pas de souci. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé, on le rappelle, face au Havre ce week-end. Bon, alors, les expected goals, là, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, on a encore mangé des feuilles plus grosses que des palmiers. C'est pas possible d'avoir mangé. Je crois que j'ai à peu près maudit toute la génération de la famille Mbaye, Nuno Mendes, tout ce que vous voulez, tous ceux qui ont raté, aussi Désiré Doué, parce que merci pour les pénaltys et les travaux. Bref, en tout cas, victoire, 1-0 grâce à Bradley Barcola à la 37e minute de jeu. Pour le reste, ça a été un peu plus compliqué. En tout cas, on s'est fait peur. On s'est amusé à se faire peur, alors que normalement, tu devais plier ça quand même assez facilement. Et même s'il faut quand même féliciter, on en parlait ce matin avec un de mes collègues ici du côté d'ici Paris Île-de-France, où on discutait du match de ce week-end. Et c'est vrai que Digard fait un sacré boulot avec son équipe, avec 3 bouts de ficelle et une bougie pour allumer les lampions là. Et ça marche quand même plutôt pas mal. Et il y a 2-3 joueurs de talent. Le Paris Saint-Germain prend la tête du championnat, garde la tête et prend maintenant le large avec 4 points d'avance en championnat. On va en parler, mais on va attaquer avec les j'aime pas du jour. J'aime ou j'aime pas. L'un des deux, vous choisissez. Et on va attaquer avec toi, Elias. C'est mon premier j'aime pas depuis que je passe chez toi ici. Ouais. Malgré la victoire qui est quand même positive au classement, le fait de garder la tête de la Ligue 1 comme tu as dit, je voudrais parler de Khvicha Kvaratskhelia. Ouais. Parce que son match de samedi soir au Havre est encore, je trouve, très moyen. Et c'est pas tant sur ce match en particulier que j'aimerais le pointer du doigt, mais plutôt sur sa saison générale en Ligue 1. Moi, je fais les notes pour mon média du Paris Saint-Germain, pour tous les matchs du Paris Saint-Germain. Et en fait, à chaque fois, pour Kvaratskhelia, c'est la même histoire. C'est entre 4 et 6. C'est beaucoup de replis défensifs, mais pas vraiment de différence. Pour cette émission, je me suis penché un peu sur ses stats plus en détail. Kvaratskhelia n'a que 4 buts en Ligue 1 pour 20 matchs disputés. Donc, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Malgré le fait que des joueurs comme Désiré Doué, comme Ousmane Dembélé, comme Bradley Barcola ont reçu leur part de critiques tout au long de la saison, Kvaratskhelia passe un peu à travers les mailles du filet, je trouve. Alors, loin de moi l'idée de vouloir lui jeter la pierre sur sa saison, mais je pense qu'il faut qu'on soit alerté sur ça. Et encore une fois, samedi, il n'a pas été brillant. Voilà, il faut qu'on en parle et son match de samedi n'a pas été très bon. Harris, est-ce que toi, de ton côté, tu trouves que Khvicha est moyen moins? Moi, j'ai l'impression que c'est le gars qui choisit les matchs au Paris Saint-Germain cette saison. C'est ce que j'allais dire. Il y a un Khvicha Kvaratskhelia en Ligue 1 et un en Ligue des Champions. Mais pour revenir sur son match du Havre, moi, je l'ai trouvé en jambes. Il a fait quelques retours défensifs très intéressants, notamment pour couvrir Lucas Hernandez. Donc oui, ses statistiques, elles sont maigres, mais il a une activité qui lui permet de ne pas être critiqué pour le moment. Émeric, toi de ton côté, les prestations de Khvicha Kvaratskhelia, c'est vrai que ça se concrétise pas. C'est ce que dit finalement Elias, c'est que on voit pas grand chose. Alors en Ligue des Champions, si ça, tu sens qu'il a le réveil Ligue des Champions dans sa tête. Et puis la Ligue 1, ça lance trompe. Je suis assez d'accord. J'ai l'impression que dans l'attitude, je revois pas le joueur souriant, heureux d'être là, heureux d'être avec les copains qu'il avait la saison dernière. Ce qui me préoccupe pas, c'est est-ce que le coffre est là, est-ce que l'envie de faire les efforts sont là.
J'ai l'impression, oui, j'ai l'impression que comme beaucoup de joueurs de ce groupe, il est quand même en train de monter en puissance. Et le problème, ou pas, c'est qu'il choisit ses matchs et que moi, qui passe à côté d'un match contre Le Havre, c'est pas grave. Là où on l'attend, c'est contre Chelsea. Et je pense que quand il y a la lumière qui s'allume, la Ligue des Champions, il sera au rendez-vous. Je peux pas croire qu'un joueur aussi altruiste, aussi puissant, aussi fin techniquement, aussi collectif dans son état d'esprit, puisse chuter. Donc non, je me fais pas trop de soucis pour lui, même si effectivement il est un peu passé sous les radars des critiques, parce que d'autres ont vraiment fait beaucoup aussi pour être au top. Ils ont fait ce qu'il fallait. Donc c'est peut-être un peu pour ça qu'il passe au travers. Voilà, on va attendre 10 jours, mais moi je me fais pas trop de soucis pour Gvicha, il va répondre présent. Dans 10 jours, Emerick sort les boulons et les cailloux si jamais ça passe pas. C'est ça, c'est ce que je comprends. Exactement. C'est ce que je comprends si ça passe pas face à Chelsea. Alors dans 10 jours, c'est le match aller. Ça sera le 11 et ensuite il aura le retour le 17. Harris, avec toi, ton j'aime ou ton j'aime pas? Ça sera un j'aime. Et bah, allez, c'est parti pour inaugurer. Pour inaugurer, et on va partir sur Ilyas Abarni. Très bien. Il est extrêmement critiqué depuis son arrivée. Il est arrivé quand même pour 60 millions d'euros. On attend un rendement immédiat quand on fait la comparaison notamment avec Pacho. Ça n'a pas été le cas, mais contre le Havre, je l'ai trouvé sérieux, appliqué. Il a quand même récupéré 9 ballons et surtout, il a apporté de la verticalité. Le Havre, par certaines séquences, est venu chercher haut et par la passe, il a réussi à déjouer ce pressing-là. Il a fait beaucoup de bien dans ce domaine-là et je pense que cette prestation aussi, ça va lui permettre de prendre confiance. Il a que 23 ans. Le système Luis Enrique est difficile à comprendre. Le coach d'ailleurs lui a fait son éloge en conférence de presse en après-match. Donc j'avais envie de le mettre en avant. Il vit pas des moments si faciles depuis son arrivée à Paris. Donc c'est vrai que le coach en conférence de presse est allé sublimer sa prestation et l'a mis en avant. C'est la première fois de la saison qu'Ilyas Abarni est aussi dans le 11 de l'équipe ce matin. Ça se note quand même. Mais c'est vrai qu'il est allé dire, Luis Enrique, que c'était lui l'homme du match, le meilleur joueur de cette rencontre. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, je pense qu'il y a quand même... C'est son deuxième bon match. Avec Auxerre, il avait été pas mal aussi. Et Metz aussi. Mais bon, de la saison de ou régulièrement tu veux... Non, là, ces derniers temps. J'ai l'impression qu'il monte un peu en température. Moi, sur Zabarni, en fait, je trouve que, oui, comme l'a dit Harris, il a subi énormément de critiques. Mais à sa décharge, il a rarement été aligné avec l'équipe type. Moi, j'attendais justement de le voir pour former une charnière avec Pacho et avec Hakimi et Mendes sur les côtés, donc dans la défense type. Et en général, dans ce genre de match, il répond présent. Je me rappelle de son match à Barcelone dans l'équipe type où il avait été excellent. Hein. Je pense qu'on est tous unanimes et qu'on se souvient de ce match. Donc oui, après, je mettrais quand même un bémol sur son match du Havre. C'est que tout simplement, c'était que le Havre en face. Donc, mais il avait un client sous-maré, c'est emmerdant. Pardon du gros mot, mais c'est vrai que c'est pas simple. Ouais, j'étais quand même un peu surpris que Luis Enrique le cite comme le meilleur joueur du Paris Saint-Germain sur le terrain pour ce match-là. Parce il avait un client, mais il n'a pas été extrêmement sollicité non plus. Mais en tout cas, oui, c'est de bon augure pour la suite et ça peut servir de léger déclic, en tout cas en vue de la fin de saison. Les coulisses de la tribune 100% PSG, c'est qu'un homme avait pris la décision au départ de mettre Ilyas Abarni aussi comme son joueur du match, ou en tout cas son j'aime. C'est toi, Emerick. C'est vrai que il devient... J'ai pas envie de dire plus rassurant, enfin si, c'est un peu plus. Si, quand même. Un peu. Voilà, j'ai envie de mettre le un peu plus. Non, parce qu'avant, moi je trouvais qu'il y avait quand même il dégageait quelque chose physiquement de je suis pas à l'aise du tout avec mon corps. T'as l'impression qu'il se pose beaucoup trop de questions quand les ballons arrivent. J'ai vraiment cette sensation-là qu'il joue en sachant qu'il est scruté et que la moindre erreur qu'il va faire, il va la payer très cher. C'est pour ça que Luis Enrique, qui est pas du genre à traiter autour de ça, ça peut être quand même c'est le moment rêvé de la saison pour sortir du bois, nous montrer pourquoi on a allongé 60 bâtons sur lui. Moi, je comprenais pas jusqu'à là. J'avais pas regardé énormément de matchs de Bournemouth la saison dernière, mais tu avais envie de lui faire confiance. Sauf qu'au PSG, dans une équipe championne d'Europe, dans un groupe qui est déjà une famille, arriver comme ça, c'est pas facile. On lui a beaucoup... On lui a mis un russe dans le dos, hein, quand même. Oui, mais c'est aussi. Faut quand même aussi. Laisse le russe tranquille. Non, mais faut jamais oublier le contexte géopolitique. On est quand même le club qui se dit tiens, si on mettait un Russe et un Ukrainien ensemble dans la même équipe, c'est Paris, ça. C'est Paris. C'est pour un peu de suspense, un peu de paillettes dans nos vies. Mais non, je pense que ce temps d'adaptation, beaucoup de joueurs en ont eu besoin. Moi, je me souviens de Doué qui jusqu'en décembre de l'année dernière était catastrophique. Moi, je disais déjà que son aventure avec Paris, je la sentais
perdu et il s'est réveillé et il a fait ce qu'il a fait. On a vu la suite. Donc si Zabarni peut postuler aujourd'hui à devenir, à aller enfin pousser Marquinhos derrière les fesses et s'imposer, je ne mettrai pas ma main à couper qu'il ne s'impose pas titulaire dans cette équipe d'ici la fin de la saison, mais ça demande à confirmer parce que c'était le Havre. Milieu offensif de qualité, Aymeric Le Gall, puisque j'allais partir là-dessus juste pour terminer autour de Zabarni. Ilyes, c'est vrai que quand même, sur le papier, on a un Marquinhos qui n'est pas dire en perdition, mais qui est quand même dans le dur. De savoir que Zabarni arrive enfin à se mettre en route et à avoir quelques bonnes prestations, ça c'est quand même la bonne nouvelle. C'est où ça bouge Marquinhos et il se met au diapason, ou sinon on fait une chevalier Savonov, quoi. Hein. C'est à 10 jours du match aller contre Chelsea, les pentes des deux joueurs. Donc, Attends, tu te poses la question même sur ce match-là Peut-être, justement, j'allais y venir, mais en fait, quand on voit Marquinhos dont les prestations sont en diminution et celles de Zabarni qui grimpe, on peut se poser la question sur le fait que est-ce que pour le match face à Chelsea, il faut peut-être pas privilégier l'Ukrainien. Je pense qu'il se révèle un peu tard et que dans l'esprit d'Enrique, ce sera malgré tout Marquinhos sur la double confrontation contre Chelsea. Rien ne prédit que j'aurais raison. Hein. On n'est pas à l'abri. Mais par contre, il connaît bien le foot anglais et il connaît les Cole Palmer, etc. Il se les est mangés la saison dernière encore. Il faudra alors expliquer à Marquinhos, si c'est le cas, pourquoi Zabarni le dépasse sur ce match. Là, autour de cette table, vous tentez le coup ou pas Non. Tu tentes le coup Non, c'est trop tôt pour le mettre. D'accord, pour l'envoyer titulaire contre Chelsea. Ouais, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Le match contre le Havre est bon, mais c'est pas pour ça que tu gagnes tes galons. En fait, il n'y a pas assez de garantie. Il faudrait peut-être juste le tester face à Monaco pour voir si face à Balogun ça tient à peu près le truc. Après, on ne sait pas. Monaco, prochain match. Il faut être au quotidien du club pour voir comment s'entraînent les joueurs, quel est l'état d'esprit. Je pense que ça joue énormément avant ces rendez-vous-là. Et Luis Enrique, il n'aura aucun remords s'il sent que le mec est mieux et que l'autre est un peu, je dirais pas en perdition comme tu dis, mais voilà, on comprend l'idée. Je pense qu'il ne fait pas de sentiment à ce niveau-là, et s'il pense que c'est ce gars-là qui peut amener plus la qualification, il le mettra. C'est un peu dur de le dire aujourd'hui qu'on va le mettre. En tout cas, voilà, on n'est pas dans un jour sans fin où vous vous êtes dit, mais tiens, mais pourquoi il nous a encore parlé de Monaco? On n'arrête pas de se les prendre. Donc voilà, donc on reprend Monaco en championnat. Ce sera vendredi soir, 20h45, à suivre sur notre antenne, sur ici Paris, Île-de-France. Je te redonne le micro, Aymeric, parce que c'est à toi de partir sur ton j'aime ou ton j'aime pas, mais je sais que tu es amour. Oui. En ce moment. J'ai un coup de cœur. Ça fait vraiment très, très, très bizarre de dire ça parce que Safonov, bon. Sur le papier, c'est pas gagné. Non, c'est vraiment le coup de cœur imprévu. J'aime bien, t'es en terrasse, tu tournes un œil et un coup de cœur. Ça arrive quoi. J'ai pas trop compris qu'est-ce qu'on était allé faire à le recruter, ce mec-là. Je le connaissais pas beaucoup plus. Si on se souvenait de sa performance contre Rennes à l'époque en Ligue Europa. Mais là, ce qu'il est en train de démontrer aujourd'hui, dans ce contexte-là, pas facile, ne serait-ce que par l'histoire avec Zabarni, mais il a vraiment, lui pour le coup, il a su profiter de la blessure, la blessure psychique, physiologique et mentale de notre ami Lucas Chevalier. Mais aujourd'hui, moi, il m'impressionne dans tous les compartiments du jeu. C'est-à-dire que hier, alors c'est dommage, il était hors jeu et sa parade de la main ferme, là, on dirait une Manuel Neuer, tu vois, quand il tend son bras, le truc ne bouge pas sur une patate, incroyable. Sortie aérienne en fin de match aussi, sur sa ligne, il est vraiment très très fort. Il dégage quelque chose, à un moment donné, il se retourne contre le virage. En fait, il est parti une tête en avant. En fait, on réexplique et en fait, il y a cette sortie-là qui est. En fait, et c'est à ce moment-là. En fait, il revient près de sa cage. Il se fait défoncer par les ultras logiques. Voilà, les ultras qui sont derrière lui du Havre, le siffle, le U. Et là, lui. Et c'est juste un regard. Tu vois, il se retourne, il bombe le torse, les yeux un peu méchants. Et moi, voilà, taulier, patron, prêt à rugir pour les moments capitaux qui nous arrivent. Moi, franchement, je m'attendais pas à une telle transformation de ce mec-là qui pouvait réaliser de belles choses de temps en temps, mais de s'imposer et d'avoir aujourd'hui, il n'y a plus de débat, c'est terminé, c'est le numéro 1 et je vois pas comment Lucas va pouvoir revenir dans cette course. Ça me semble, à moins d'une blessure, je pense que c'est mort. Donc incroyablement, on a trouvé un gardien dont on n'avait pas forcément connaissance et le mec est au top et on sait, si on se base sur l'année dernière,
qu'un grand gardien, on va en avoir besoin pour les matchs à venir en Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'il a, il a fait gagner des points. En fait, en gros, sur cette rencontre face au Havre, il fait gagner des points. Ce que faisait l'an dernier Gianluigi Donnarumma. Et sur plusieurs années, il y avait des matchs comme ça en Ligue 1 où ton gardien vraiment performait à risque. Cette transformation de Safonov aussi, elle est assez impressionnante. Plus les matchs passent, plus tu sens qu'il est... Il est rassurant, surtout pour sa défense. On sent le secteur défensif beaucoup plus serein avec lui derrière qu'avec Lucas Chevalier. Tu l'as dit, il a fait gagner des points, il a fait gagner un trophée aussi en sortant en 4 pénaux en finale de Coupe intercontinentale. Si je peux mettre un bémol sur Safonov, c'est son jeu au pied. Je trouve qu'il y a beaucoup de déchets, de ballons jetés. Et on voit Enrique sur le bord du terrain souvent agacé lorsque Safonov dégage le ballon de cette manière. Et on le voit beaucoup lui parler. Ouais, effectivement, il fait quelques loopings sur le banc, Luis Enrique. C'est vrai que c'est pas trop son truc. Ilyes, toi, le Safonov, ouais. On fera un débat, un de ces quatre, mais là, on a quand même l'impression que plus les matchs avancent, plus le fossé se creuse pour un Lucas Chevalier qui n'a même pas de Coupe de France pour se rattraper, il n'a plus rien, quoi. Bah, je pense que sur le sportif, tout a été dit, hein, sur Matvei Safonov qui est rassurant, mais moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est vraiment le personnage froid, glacial qu'il est dans ses sorties. Et juste après, comme tu le mentionnais, le regard vraiment très froid vers la tribune du Havre. Il nous avait fait aussi une prise de parole dans un mix juste après Monaco à Louis II en Ligue des Champions. Il est immense, il parle tout doucement. Il est vraiment, très, très carré comme personnage. Et il transmet en fait de la confiance à ses défenseurs, à ses joueurs. Et je pensais justement que ce week-end, je pense qu'on s'est tous fait la même remarque quand il est sorti et que le staff médical s'est précipité vers lui. On s'est dit, ah bah tiens, Lucas Chevalier va encore avoir un miracle pour avoir l'occasion de se montrer. Finalement, non. Il s'est relevé, il n'y avait rien. Relance à la main dans la foulée parfaite de 50 mètres. On va parler de ça. Là, sa relance, elle est fabuleuse. Alors que vraiment, en 30 secondes avant, il prend un camion dans le crâne et juste après, une relance à la main de 50 mètres qui arrive pile dans les pieds de Désiré Doué, je crois. Tu vois la tête de Luis Enrique quand il est au sol et qu'il se touche le genou. Tu sens que ça avale un peu la salive, quoi. Ah ouais. Parce que ça, je l'ai pas. Pour le coup, je l'ai pas vu. Moi, j'étais tranquillement dans mon canapé, mais il y a eu Lucas Chevalier était plan parti à direct. l'échauffement. Bon, ça a vraiment pas duré. Vraiment pas duré. T'as le petit gloops, quoi. Et tu te dis, pas encore, pas maintenant. Tout semblait à peu près aller bien, au moins dans ce domaine-là. On va pas le perdre. Et puis finalement, il se relève et c'est reparti. Il fait une relance de 60 Et il faut quand mètres même insister sur une chose sur Chevalier, c'est la force mentale du garçon, parce que faire ce qu'il a fait en finale de Coupe intercontinentale, gagner sa place, mais avoir un si gros coup d'arrêt avec la fracture à la main et être absent. De Safonov. Oui, pardon, de Safonov. Donc d'avoir cette fracture à la main et de revenir 1 mois ou 5 semaines après et de regagner sa place, alors que Chevalier montrait des belles choses lors du Trophée des Champions face à Marseille, etc. Regagner sa place face à Chevalier, et ça témoigne aussi de toute la force mentale du gardien russe. En tout cas, c'est un homme froid, mais c'est vrai qu'il dégage un truc. Voilà, il y a une vraie. Très sympathique en privé, paraît-il. Oui, paraît-il. Très apprécié du vestiaire. Très branché jeu de société, il me semble. Tout à fait. On aura. C'est un personnage, en fait. Ouais, il est quand même assez fascinant. Tout est voilà. Il adore les mathématiques. Oui, il y a un petit boulard, il y a un petit chou. Ouais. Voilà, bac plus 5. Voilà, on est sur autre chose. Enfin, en fait, il dégage vraiment, il est charismatique, je trouve. Ouais. Et avec sa dégaine de ne pas y toucher au départ, tu te dis. C'est sûr je trouve que c'est pour ça que la transformation, elle est folle. Et moi, j'adore ce genre d'histoire dans le foot. En tout cas, là, on sent. Il y a vraiment les yeux de l'amour. Je l'ai bien compris de notre ami Aymeric Le Gall. On va juste faire un petit crochet dans cette tribune et juste parler quelques instants. C'est Ilyes qui m'a proposé ça et tu as eu raison de parler quelques instants de la Gambardella. Oui, on ne parle pas assez des jeunes, des U19. C'est vrai qu'on pourrait en parler un petit peu plus. Alors, c'est bien souvent Pia dans son magazine qui en parle et qui a quelquefois des invités. Ilyes, hier, tu as participé, vu, en tout cas, non, t'as pas joué. Attendez, est-ce qu'il a pu, il est plus 19 parce que même si c'est un jeune, voilà, il a quand même passé cette barre. Mais tu es allé voir le match face au Havre en Gambardella et tu as vu aussi le match face à Helsinki en Youth League. C'est passé par 2 fois avec une équipe de Gambardella qui dégage quelque chose d'assez impressionnant. Ce que j'entends de part et d'autre. C'est vraiment un collectif très intéressant et passionnant à suivre depuis le début de saison. Donc, premièrement, il faut faire le distinguo parce qu'en Youth League, c'est des U19 et en Gambard, c'est des U18. Donc, c'est pas exactement la même équipe.
Mais force est de constater que cette semaine, ce groupe est parti chercher 2 qualifications, quoi. Ouais. Donc pour moi, oui, ça méritait qu'on en parle un petit peu, parce qu'il y a eu celle contre Helsinki qui a été un festival offensif de nos amis parisiens. Puis ce match face au Havre hier, un peu plus compliqué, lors duquel les Parisiens ont poussé en première mi-temps. Ils ont bien été aidés aussi par l'exclusion d'un défenseur havrais dont j'ai oublié le nom en fin de première période. Ils ont marqué juste avant la pause. En deuxième, ils ont eu de nombreuses occasions. Ils ont fini par mettre le deuxième en fin de match. D'ailleurs, ça m'a rappelé un peu les soucis d'efficacité que peuvent rencontrer nos amis les professionnels. Ouais, c'est marrant. Donc si ça se transmet de génération en génération au club, va peut-être falloir se pencher dessus. Mais en tout cas, ouais, deux quarts de finale acquis cette semaine. J'aimerais parler d'Adam Ayari. Vous savez, il y a les 2 frères Ayari, il y a Khalil chez les Espoirs et Adam Ayari chez les U19. 3 buts en une semaine pour lui, 2 en Youth League, 1 hier. C'est vraiment un gamin très 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 prometteur. C'est un ailier, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est un ailier franco-tunisien, très à l'aise avec le ballon, mais aussi très... un peu comme Kvaratskhelia, c'était mon j'aime pas, mais un peu comme Kvaratskhelia dans l'abattage défensif, dans l'agressivité, dans le pressing, très concerné. Et je serais vraiment pas étonné de le voir s'entraîner prochainement avec l'équipe de Luis Enrique. Ah, tu fais partie de cette team. J'ai vu sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, effectivement, que certains fans et suiveurs aussi demandent à ce qu'il monte dans ce groupe avec les pros. Oui, enfin, moi, je demandais non, je serais pas surpris qu'il y Surpris, soit, d'accord. oui, voilà. Mais ouais, à chaque fois que je le vois, il est au-dessus du lot. Enfin, c'est vraiment un collectif très homogène. Il y a pas vraiment d'individualité qui ressort. Il y a lui et Aymen Asseb, Adam Ayari et Aymen Asseb. Mais Ayari a brillé cette semaine en tout cas. Oui. Et si Mbaye, si Njantou sont montés en début de saison, pourquoi pas lui, quoi. Bah, effectivement. Et, Surtout quand tu vois Mbaye. ouais. Voilà, ça c'est fait. Tu sais quoi? Tu m'as coupé l'herbe sous Je le suis pied. désolé. Mais tu as bien fait d'y aller parce que sinon, une seconde plus tard, Non, c'était moi. Voilà, il va falloir quand même se remettre les fils à l'endroit du côté d'Ibrahim Mbaye, ou en tout cas de rentrer sur le terrain, avoir très envie. Alors, ils sont en quart de finale de Gambardella, Ouais. ils sont en quart de finale de Youth League aussi, Absolument. ce qui est plutôt quand même déjà une bonne perf. On espère plus pour cette équipe. La Gambardella qui nous fuit depuis de très nombreuses années. Juste, ah bah tiens, tu me demandais si j'allais... il m'a demandé si j'allais à la Coupe de France. Bon, non mais alors tu sais quoi? Si jamais la Gambardella y va, je peux même t'annoncer qu'on le fera, j'en suis à peu près sûr, en direct sur notre antenne ou en tout cas sur notre chaîne YouTube. Ça c'est à peu près persuadé. Voilà. Tirage au sort. Jeudi. Jeudi. De la Gambardella. Avec Rennes, le tenant du titre qui est toujours dans le chapeau, Oui. tout comme Nantes qui est une grosse école. Il y de a formation. l'Olympique Lyonnais aussi, Ouais. qui est encore dans la course. Ils vont vendre tous les joueurs après fin de saison. Allez, hop, on vend tout le monde. C'est 10 millions de joueurs, c'est parti. Du côté de Lyonnais. En tout cas, merci d'en avoir parlé. C'est important, effectivement, de parler de notre jeune équipe du Paris Saint-Germain, pardon. J'étais en train de regarder sur quoi je rebondissais après et j'ai raté mon rebond. Voilà, ça c'est pour moi. Les amis, on va parler d'un garçon qui est passé c'est une petite note technique de la part de notre coach. Il a décidé de faire un changement. C'est Bradley Barcola. Bradley Barcola qui est passé numéro 9 pour cette rencontre face au Havre. Et comment dire, c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé quand même. C'était plutôt très intéressant même, avec toujours ces appels en profondeur, en tout cas ces courses, mais devant le but, il a mis cette tête un peu maladroite, mais elle va au fond. Il a fait 2 passes décisives exceptionnelles quand Guinli et Nuno Mendes les ont croqués à pleines dents et ont mis à côté ou ont tiré sur le gardien. Est-ce que de voir notre Bradley Barcola, 9 buts cette saison pour Bradley Barcola en championnat et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues, est-ce que numéro 9, c'est le poste qui irait parfaitement pour la fin de saison? Est-ce que c'est la bonne idée de la saison de la part de Luis Enrique, Harris? Est-ce que pour toi, non? Non, C'est oula, non. je le vois. Non. C'est pas à terme, c'est pas une solution viable. C'est vrai que contre une équipe qui laisse des espaces avec sa vitesse, il peut faire d'énormes différences. Mais contre des défenseurs un peu plus robustes, si on parle de la défense de Chelsea, je pense que il fera pas le poids, il sera meilleur sur son côté gauche. Après, il a un profil unique, il fait d'énormes différences et c'est toujours ce déchet technique
qui fait tâche avec Barcola. Effectivement. Toi, numéro 9, on fait un premier tour de table pour savoir si l'idée vous plaît ou pas. Il l'a aimé, hein, Luis Enrique, il a dit que ça lui avait plu et qu'on pourrait le revoir. C'était une possibilité. Oui, j'ai bien aimé son match aussi, mais j'ai trouvé qu'il y avait deux facettes du jeu de Barcola qu'on a aperçu samedi au Havre, pardon. Il y avait ces actions, bien sûr, où il prend l'espace, où il est lancé, et c'est sur celle-là qu'il existe le plus finalement. Mais quand la défense du Havre était bien plus regroupée, dans les combinaisons avec les petits espaces, on sent qu'il est moins à l'aise. Donc, à mon sens, le Paris Saint-Germain, 80% des rencontres qu'il joue, c'est face à des blocs bas très compacts. Donc, plus difficile de voir Barcola exister dans cette disposition, j'imagine. Face à Chelsea, je vois les Blues avoir un groupe très compact, un 11 vraiment solide et pas vraiment laisser d'espace dans le dos. Donc, difficile pour Barcola d'exister, à mon sens. Est-ce que je vais avoir un troisième nom à ma gauche et après on aura l'occasion de débattre et d'échanger autour du profil de Bradley Barcola, mais C'est un tout petit nom alors, un tout petit nom ou un parce tout petit oui. C'est comme ouais, voilà, c'est un peu ça. Déjà, c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Je trouve que c'était intéressant de le voir là. Ah, mais moi j'ai adoré qu'il l'ait adoré parce que il y a aussi ça. Il en ressort en étant satisfait. Il a toujours dit qu'il pouvait aussi jouer là. Après, il y a aussi quelque chose, c'est que ça libère la gauche pour Guevara qui est plus à l'aise de ce côté-là. Mais quand Ousmane sera de retour, mais après avec Ousmane c'est toujours pareil. Dans quel état il va revenir? Est-ce qu'il se pètera encore au bout d'une semaine ou deux? Si Ousmane est sur le côté pour X ou Y raison, je pense que ça vaut le coup de persister, au moins en championnat, face à certaines équipes. J'ai du mal à imaginer que dans 10 jours contre Chelsea, il soit là. Mais il y a quelque chose, alors effectivement, hier, samedi, il a encore beaucoup couru, il a fait des courses de fou, mais il y a quelque chose, il faut se rappeler, la transformation de Dembélé en buteur. Ce déclic qui arrive la saison dernière, c'est quand il est repositionné de 9,5. Bon, c'est pas du tout le même profil parce qu'il redescend beaucoup plus bas. Mais Ousmane disait à l'époque, quand tu es sur l'aile, il faut que tu as perdu des accus incroyables. Il a fallu que tu élimines 2-3 joueurs pour ensuite te réaxer. Et forcément, à la fin, tu perds de ta lucidité, de ta finesse technique. Si on peut voir la même chose pour Barcola, qui était vraiment en manque de confiance face au but, juste le revoir cadrer, tirer, frapper, marquer, ça fait du bien. Et derrière, je trouve que tout découle de cette confiance. La passe qu'il fait pour Kang In Lee, après être allé récupérer le ballon comme un chien, accélérer, mettre cet exter au troisième poteau, c'est fabuleux. Donc ne serait-ce que juste que voilà, je trouve que l'avoir tenté là, c'est bien dans ce match-là, et que ça lui a rendu de la confiance. Donc si ça peut être bien pour la suite, je dis à voir. Il faut qu'on trouve des solutions, de toute façon, du côté de Luis Enrique, parce que j'entends ton nom, mais finalement, il faut aussi qu'on trouve, parce que Gonzalo Ramos, ouais, il faut tester, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on retrouve. Moi, j'avais quand même l'impression, sur ce match-là, qu'on avait quand même un coach qui disait, je vais quand même faire un test, parce que je ne suis pas sûr de ce que je vais avoir avec Ousmane Dembélé, vu que c'est le flou artistique autour de sa blessure. Est-ce que ce n'est pas aussi des tests importants à faire? Il te reste 10 matchs en championnat, ça va peut-être te servir. Enfin, je sais pas, je me dis que Luis Enrique est en train de tester des petites choses pour la suite. C'est vrai qu'il est en train de tester des trucs. Après, c'est quand même un désaveu pour Ramos. Mettre Barcola en neuf, c'est... Là, tu perds peut-être Ramos pour ta fin de saison. Après, pour revenir sur Barcola, oui, il faut tester. Mais je pense que physiquement, il ne fera pas le poids, en fait. Face à des défenseurs plus robustes, dos au jeu, sur la remise, comme il a dit Ilyes, il a été emprunté dans ce domaine-là. Après, il est quand même altruiste. Hein. Les deux passes qu'il fait pour Lee et Nuno Mendes, c'est très très haut niveau. Après, on lui demandera pas de faire du Giroud en neuf. Tu dis qu'il manque de coffre et tout, mais Ousmane reste un gars frêle aussi, qui au duel n'est pas. Je pense que ils ont quelque chose d'assez similaire là-dedans. S'il accepte l'idée de se transformer en Ousmane bis tant que l'autre n'est pas là. Pourquoi pas? Je trouve que Luis Enrique a fait tellement de tests. Il y a eu Malioulou, il y a eu Doué, il y a eu Kang In Lee, là, il essaie un autre. Gonzalo s'est perdu tout seul, j'ai l'impression. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais dans le cœur de Luis Enrique, dans la tête, t'as bien compris. C'est rideau, c'est plié. Donc, il rentrera à la 85e à Stamford Bridge s'il faut marquer un but, et il le mettra, comme d'hab. Mais sinon, c'est rideau pour lui. Donc, il est obligé de tester d'autres choses. Et quand, pour une fois, un mec fait le taf et en ressort satisfaisant et satisfait, je dis que ça, voilà, c'est pour ça que je dis que ça mérite d'être éventuellement revu. Ouais. Ilyes. Moi, je mets une dernière petite limite sur le fait d'installer Barcola en numéro 9, c'est que lors d'une saison où le principal problème rencontré sportivement par le PSG, c'est le manque d'efficacité. Si ton numéro 9, c'est Bradley Barcola qui
Bah justement, lui, on insiste aussi sur son manque de précision dans la finition. Ça peut coincer. Et sur un match, par exemple, contre Chelsea, si c'est lui ton numéro 9 et qu'il a une ou deux grosses occasions, je mets pas ma main à couper qu'il mette de but, quoi. Il est quand même le meilleur buteur du C'est vrai. Paris Saint-Germain en Ligue 1. En revanche, on parlait de Alors la qu'il Ligue. tue Brest Voilà, en Ligue des Champions. en Ligue des Champions, ouais, c'est quand même beaucoup plus difficile. Il y a eu 17 matchs depuis et c'est le néant intégral. Ça, c'est un vrai problème. Ah bah ça, c'est clairement un problème, oui. Et c'est pour ça aussi C'est pour ça que tu peux peut-être pas t'appuyer en. Je sais pas, hein, j'essaie de Bah, voir un petit peu si c'est la bonne solution ou pas. ça témoigne de ce que disait Harris face à des défenseurs plus robustes avec un niveau sans doute plus élevé. Barcola, il y a encore un peu cette étape à franchir. Et pour l'instant, en Ligue des Champions, on l'attend. En tout cas, c'est vrai qu'il est en difficulté en Ligue des Champions. Il n'y arrive pas. Quelques petites passes décisives de ci, de là, mais c'est plus compliqué pour Bradley Barcola. Peut-être que ça va faire comme la bouteille de ketchup. Hein, et on se rappelle de sa passe décisive, Manchester City, là, quand il fait cette passe décisive pour Ousmane Dembélé. Bah, moi, s'il fait plein de passes décisives, je prends de son côté. Est-ce qu'on, par contre, tiens, on va glisser. Comme ça me permet d'aborder un autre sujet. Est-ce qu'on lui ferait pas tirer les pénaltys aussi à notre ami Bradley Barcola? Oui, parce qu'on a un petit problème au Paris Saint-Germain. Excusez-nous, hein, mais les tirs au but, les pénaltys, pardon, on est sur on en a eu un pour Désiré Doué qui est allé chercher son pénalty, il a voulu le tirer, pas de problème. Bah, sauf qu'il est tombé sur Mauridio qui s'est dit, bah moi je suis supporter du Paris Saint-Germain, je sais où ils tirent tous, j'ai regardé leur match. Je sais du quel côté il va tirer. Donc, arrêt de la part de Mauridio, le portier du Havre, ce qui nous fait une moyenne. On a la plus mauvaise moyenne des 5 gros championnats en termes de ratio pour les pénaltys. On est sur du 50%. On est sur un 5 sur 10. On fait tirer Bradley Barcola. C'est à lui de les tirer maintenant? Non, pas Bradley Barcola. Alors qui alors? Nuno Mendes. Ah bah oui, voilà. Il est gentil, Monsieur Sacoche. il est gentil, notre ami Mauridio, à nous dire qu'il sait de quel côté chaque Parisien tire. Je pense qu'il sait où Nuno Mendes tire, mais s'il avait tiré, je pense pas qu'il l'aurait arrêté. Ouais, Donc, il aurait la main qui aurait fait comme ça. Voilà. Voilà. Donc pour moi, Nuno Mendes doit au moins avoir sa chance sur un penalty d'ici la fin de saison. Mais on explique comment là d'être complètement à côté de nos pompes sur les. Alors on fait des séances de tir au but exceptionnelles, mais par contre les pénaltys, soit des petites courses d'élan. Alors les courses d'élan zigzag là maintenant Désiré Doué, je pars à droite, je me décale à gauche et puis je tente un truc. Est-ce qu'on pourrait pas tirer à la Zlatan, mi-hauteur, violent, petit filet gauche, allez. Je crois qu'il en a raté un au Paris Saint-Germain quand il était au PSG. Harry, sur le, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être le manque de confiance, tout simplement. Le physique? Le physique aussi. Non, le penalty, c'est pas de la loterie, c'est un exercice vraiment technique, c'est mental aussi. Mmh. Et quand on voit ses coéquipiers ne pas être en réussite dans cet exercice-là, se présenter soi-même, ça rajoute aussi une pression sur ses épaules. C'est vrai que ça, c'est un petit cercle vicieux, parce que à force d'en rater, je pense que les tireurs maintenant s'élancent avec le fait de se dire c'est vrai qu'on a raté la moitié, faut pas que je le rate, et avoir ces petites idées un peu parasites dans l'esprit et pas avoir l'état d'esprit complètement neutre avant de tirer un penalty, bah ça peut perturber. Ouais. Harry, toi aussi tu fais tirer Nuno Mendes ou Oui. tu aussi. Nuno Mendes et même Gonzalo Ramos, pour moi qui est un très bon tireur Gonzalo, de il peut y aller, penalty. hein. Mais Ça c'est clair que après il faut le faire. il faut le faire jouer. Faudrait juste un truc maintenant. Ouais, franchement. Gianni, tu nous écoutes, je sais, Gianni Infantino, n'hésite pas, viens nous voir et on va te faire des petites propositions. Séphérine aussi, on va te faire la proposition du tireur de penalty. Tu sais, tu fais rentrer le mec, tu le fais ressortir. Ça pourrait être pas mal ça. Ça vient du football américain, ça, non? Bah ouais, c'est ça, le foot US, très bien. T'as un mec qui arrive, qui met une sacoche, qui se barre. Ça me plaît pas. Non, ça te plaît pas. Ça me plaît pas. Mais toi, t'es Ça me plaît même pas. t'es un traditionnaliste. Exactement, ouais. C'est ton côté jésuite. Ah la vache. Ça c'est pour la maison à plan de cuc. Hein. Ouais, C'est ça. ouais. Bah, il fallait bien que je t'en colle une quand même. Non, moi je suis pas pour ce changement permanent. Désigne un tireur, désigne-en deux, et s'il rate une fois, s'il rate deux fois, il continue. Parce que c'est ce qu'Iliès a dit est vrai. Enfin, je pense qu'il y a vraiment de ça, c'est qu'à force, bon bah toi t'as raté, bah du coup c'est à mon tour. Ah mais du coup, imagine si moi aussi je rate. En fait, du coup, ça fait un merdier dans la tête. Un tireur doit être désigné comme un gardien doit être désigné numéro 1. Il ne peut pas y avoir d'alternative à ça. Et ça arrive d'en rater 3 de rang, mais que ce soit 3 joueurs différents, c'est ça qui me dérange. J'aime pas la manière dont ils ont tiré, mais si tu décides que c'est Vitinha, bon bah c'est Vitinha. Si tu décides que c'est Ousmane, c'est Ousmane. Mais on arrête d'essayer de tester tout le monde, parce qu'à force, ils vont arriver sur la ligne en prenant le ballon avec les mollets qui tremblent. Peut-être pas Nuno, parce que le mec ne tremble jamais.
Donc pourquoi pas, voyons-nous une fois. Mais voilà, moi c'est plutôt ce changement permanent qui fait que dans toutes les têtes, en fait, plus personne n'y croit. Avant même de tirer, il y a un truc dans la tête qui fait que tu as plus de chances de le rater. Après, Doué, je regardais, il restait sur 4 tirs au but marqués. Quand on voit le graphique à la télé où il les avait placés, ils étaient tous déjà très mal tirés. Mi-hauteur, mais plutôt au milieu, il a refait la même. Donc non, Doué, non, effectivement. Et puis cette course... Ouais, j'aimerais bien juste les courses. Non, tu vois, moi, les gars qui prennent pas du tout d'élan, tout ça, enfin, stoppez tout. Stoppez tout. Revenez à des choses classiques. Je sais que je suis un vieux, mais revenez à des trucs classiques sur les pénaltys. Allons-y sur des bonnes vieilles frappes. Ouais, on a oublié Gvara aussi sur les frappes, qui est quand même plutôt pas mal aussi. On peut essayer. Ça, des tireurs, on n'en manque pas. Ah oui. Il va falloir en désigner un et qui continue, quoi. Les amis, on va se faire une petite pause dans 100% PSG la tribune. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez fait plus de 45 minutes déjà d'émission en vidéo et de mettre vos commentaires. Je vous rappelle que vous devez élire le joueur du mois de février. Donnez-nous votre joueur du mois de février et bien évidemment, félicitations d'avoir voté Warren Zaïre-Emery. Non, je suis pas en train de vous forcer la main. Non, je suis pas du tout en train de vous forcer la main. Allez, à tout de suite. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Réveillez-vous chaque matin avec Ici et laissez-vous surprendre par l'histoire de France. L'école républicaine devient obligatoire en France en 1882. Les parents s'en méfient. L'Église la désigne comme une fabrique d'incroyants. Stéphane Bern voyage dans le temps. C'est une révolution. Écoutez Ici chaque matin, juste avant les infos de 8h. Et à tout moment sur ici.fr. 100% PSG, la tribune. Haris Djelani, Ilyes Peters et Aymeric Le Gall sont avec nous pour cette tribune 100% PSG, numéro 37 aujourd'hui. On continue de parler du vestiaire parisien, on a parlé des pénaltys, on a parlé de Bradley Barcola en numéro 9. On va évoquer désormais, on a aussi parlé de la Gambardella, on va désormais parler d'un jeune homme, d'un homme qui nous fait souci. Voilà, il faut quand même en parler, il nous fait souci. Et cet homme, c'est Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, blessé... mi-janvier, voilà, puis tout d'un coup, il a disparu, un coup au genou, donc coup au genou, ok, très bien, mais depuis, je me permets de reprendre l'article d'Hugo Delon du journal L'Équipe, qui nous a fait une espèce de liste pour nous rappeler tout ce qui s'est passé pour la communication du Paris Saint-Germain. Alors, il est sorti le 20 janvier dernier face au Sporting Portugal. Donc ça, c'est important, Fabian Ruiz. On le rappelle, c'est vraiment l'une des plaques tournantes au milieu de terrain. C'est un homme qui donne le tempo avec Vitinha et Joao Neves. Et donc, on a eu le droit à en soins à la suite d'une contusion au genou gauche. Donc ça, c'était avant le déplacement de Strasbourg. Après, vous avez eu le PSG a ensuite communiqué seulement sur des soins. Ça, c'était, voilà, on a eu le droit à des soins. Et ensuite, entraînement individuel. Ça, c'était avant le match face à Metz. Et puis, sur un travail individuel. Voilà, bon, très bien, pas de problème. On se dit, c'est le protocole, c'est le process. Et puis, vendredi, histoire de bien épaissir le truc, de plus rien comprendre à ce qui se passe autour de Fabian Ruiz. À la suite du dernier bilan médical effectué, Fabian Ruiz a un travail individuel adapté sur ces 2 prochaines semaines afin de soulager sa douleur au genou. Bon, voilà, quand c'est planté comme ça, il n'y a même pas une question autour de ça. C'est quand même, cette blessure est inquiétante. Il y est plus qu'inquiétante pour Fabian Ruiz. Parce qu'on n'en voit pas la fin pour le coup. C'est complètement ça, elle est très inquiétante et elle est très floue en fait. Qu'est-ce qu'il a, Fabian Ruiz ? Ça fait 1 mois et demi qu'on l'a vu sortir contre le Sporting, qu'on nous a dit que c'était juste un coup. Chelsea arrive, il est toujours pas là. Donc qu'est-ce qu'il a, Fabian Ruiz ? On parle de... ça fait 2 semaines qu'il travaille individuellement, qu'on n'a pas vraiment d'écho, que ce que nous dit le PSG est très vague. Et je suis désolé, mais sur le terrain, son absence, elle se fait ressentir. Warren Zaïre-Emery est excellent depuis le début de saison, mais son profil au milieu de terrain est vraiment différent de ce que peut apporter un Fabian Ruiz. Dans les courses, dans la créativité, dans le pied gauche, tout simplement. Donc il va falloir qu'on sache très vite pour Fabian Ruiz. Ouais, c'est vraiment l'un des principaux thèmes sur lesquels on doit avoir une réponse dans les jours ou semaines à venir. Ce qui est assez flou, Harry, c'est qu'effectivement, on ne comprend pas trop, est-ce que c'est quoi ? Il s'est fait une torsion et en fait, il ne veut pas se faire opérer. Enfin, il y a des choses. Est-ce qu'ils sont en train de le médicaliser ? Est-ce qu'ils sont juste en train de le remettre en état pour être prêt pour fin de saison avec le PSG ?
et Coupe du Monde avec l'Espagne, je sais pas, mais c'est très bizarre ce qui se passe autour de C'est cette bizarre, il n'y question. a aucune communication et d'autant plus qu'il a un rôle central, comme l'a dit Lies, dans le système de Luis Enrique. C'est lui qui équilibre l'équipe. Avec son pied gauche, il fait des énormes différences quand l'équipe adverse vient presser. Il est aussi décisif offensivement, donc on ne sait pas, on est dans le flou. C'est mort déjà. 2 semaines, ça veut dire que c'est mort pour le match aller minimum. Et comme tu n'auras pas de match pour te repréparer avec, on en reparlera dans quelques instants, avec le match de Nantes qui a sauté, bilan des opérations, Fabien Ruiz, moi j'ai mis une croix dessus. Je le rapport au retour. Non. En tout cas, pas titulaire. Toi, tu crois pas? Non, absolument pas. Je trouve que ça pue. Ça pue vraiment cette histoire. Et quand tu parles de c'est flou, ouais, c'est flou. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ouais. La manière de communiquer, maintenant j'espère juste que c'est pas une histoire comme ça peut arriver dans certains clubs où le club prend une décision pour le joueur refuse cette décision-là parce que souvent c'est parce qu'il y a une échéance internationale qui arrive avec son équipe aussi. Mais voilà, il y a tellement rien qui fuite qu'on peut déblatérer pendant 3 heures. On va pas avoir de solution. Il nous manque énormément. Oui, Warren est très très fort, mais ce que Fabien Ruiz est devenu dans ce club après des départs, on sait ce qu'on en a dit sur lui ici. Je sais ce que j'ai dit, mais depuis, ouais, c'est ton métronome. T'as besoin, il dégage quelque chose aussi de l'ordre d'une confiance folle. Et à cette heure-ci de la saison, Chelsea qui arrive, Chelsea c'est quand même des chiens de la casse sur le terrain, on en parlera tout à l'heure. Son absence va nous faire du mal. Heureusement que Warren est quand même au top en ce moment et que Hakimi est là et que donc t'es pas obligé de faire le jeu des chaises musicales. Si tout le monde est à son poste, tu vas quand même avoir un 11 et un milieu de terrain qui a quand même de la gueule. Mais reviens-nous vite et dis-nous ce que t'as, quoi. Joao Neves est aussi à l'infirmerie, lui. On lui a demandé C'est la cheville Ouais, pour, c'est la pour cheville, Neves, il me semble. effectivement. Bon, lui, ça va. Absent au Havre, donc un doute de plus. C'est vrai qu'il y a Joe. Tu l'avais oublié, Ouais, si. Non, ça fait un Après, peu. je suis d'accord avec toi, Aymeric, sur le fait que avec un trio Vitinha, Zaïre Emery, Neves, ton milieu a de la gueule. Si tu vas à Stamford Bridge avec ça, il n'y a pas de souci. Mais il y avait Romain qui avait parlé de ça, sur le fait que ce milieu de Dans un terrain, billet. il manque de complémentarité, les profils se ressemblent un peu, et je suis complètement d'accord. On a vu contre Monaco ce milieu aligné qui a souffert face à celui des Monégasques, donc j'ai vraiment un doute sur ça. Et l'absence de Fabien Ruiz, elle va se faire ressentir quoi qu'il arrive, parce que même avec un Warren Zaïre Emery brillant, c'est vraiment pas le même joueur. Et c'est pas la même équipe. Moi, j'ai une proposition à vous faire, c'est de mettre Canguilhy au milieu de terrain. Il est bien là en ce moment. C'est quand même le joueur qui en ce moment revient de mieux en mieux et de plus en plus intéressant, Rice. Non, c'est très intéressant. Après, je pense pas qu'il sera titulaire contre Chelsea. Je pense que Il est toujours pas titulaire. Il a jamais été titularisé en Ligue des Champions avec c'est pour ça, Luis Enrique. et je pense que Luis Enrique il va privilégier Warren Zaïre-Emery qui peut lui compenser les montées d'Hakimi à droite et équilibrer l'équipe sur les phases offensives. Mais oui, Canguilhy est intéressant en ce moment. Ça passe dès pour Barcola au Havre. Elle est très belle avec son pied gauche. On doute pas de son pied gauche. C'est juste qu'il manque un peu de régularité. Ouais, effectivement. Canguilhy est monstrueux en ce moment, je trouve. Mais il fait des bouts d'entrée et après il fait Bien un sûr, match. mais il perd plus le ballon. C'est très très dur d'aller lui récupérer le ballon. Je trouve qu'il y a plus ce déchet technique ou cette frilosité de je la passe en retrait, les passes diplomatiques là comme ça. C'est pas ma faute s'il y a un problème. Il est plus du tout comme ça. Et il a repris de la confiance. Je trouve que son pied, c'est fabuleux. Les centres qu'il peut te distiller. Sur corner aussi, il est fort. Dans le combat physique, il gratte un nombre incroyable de ballons. Il se fait moins bouger. Pour le coup, parce que d'habitude, moi, je râlais tout le temps de le voir se faire marcher dessus et partir dans le décor en disant mais ils vont arrêter de piétiner Canguilhy. Là, Je trouve qu'il est au rendez-vous de ce qu'on attendait de lui quand il est arrivé au club. Et alors évidemment contre Chelsea, c'est pas lui que tu mettras, je pense. Tu mets Warren, mais le voir à ce niveau-là aujourd'hui. Il peut aller embêter du monde, au moins voilà, faire de la concurrence, montrer qu'il y a du monde derrière et qu'il n'est pas juste là pour se contenter des bouts de match qu'on va lui donner. C'est pas une situation facile qu'il a, mais je trouve que dans la manière dont il l'appréhende et le niveau qu'il en ressort en ce moment, pareil, ça fait partie des joueurs sur lesquels on a dit beaucoup de choses négatives. Et aujourd'hui,
voilà, j'ai envie Il est en de. train de craquer pour Kanguinli lui aussi. Safonov, tu vas pas rester très longtemps son chouchou, je le sens. Excuse-moi. J'ai hésité entre les deux ce matin, mais non. Voilà. Mais en tout Ilyes, cas, tu voulais réagir. En tout cas, ouais, ce qu'on peut pas retirer à Kanguinli, c'est, à l'instar de Safonov, il a eu sa chance ces derniers temps et il a vraiment cherché à la saisir. Moi, qui ai la chance de faire les matchs au stade, en fait, pour moi, à chaque match où il est titulaire ou chaque entrée, il joue comme s'il jouait une détection, en fait. Et il veut vraiment se montrer, il veut chercher aussi bien la simplicité que les actions de grande classe, il veut prendre les coups de pied arrêtés, vraiment se montrer, aussi dans les replis défensifs, dans l'attitude, dans le comportement. Donc il peut rien se reprocher sur la période actuelle, il est très bon, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en ailier droit, il est tout le temps performant. Maintenant, s'il décroche, je pense qu'il est conscient qu'il joue en fait en ce moment le nombre de minutes qu'il aura à jouer contre Chelsea, que ce soit 15 en fin de match, 30 en fin de match, et son temps de jeu qu'il aura en huitième de finale de Ligue des Champions témoignera, en fait, sera une récompense de tout ce qu'il a fait de bien, mais je ne le vois pas titulaire pour autant, parce qu'il y a quand même du monde devant lui. Mais en tout cas, il a vraiment montré de belles choses récemment. Ouais. En tout cas, voilà, bon, là, notre joueur du mois de février, finalement, c'était peut-être lui, dans ce que tu viens de nous donner comme argumentaire. Je reste sur Doué. Tu m'as fait signe, Iris. Oui, pour revenir sur Kanguinli, c'est vrai que physiquement, il se fait moins bouger Mmh. sur le terrain et je trouve que visuellement, il s'est épaissi. Ouais. Aussi, peut-être que sa blessure, son petit passage à l'infirmerie, il a poussé de la fonte Ouais. au campus, mais ouais, ça aussi, physiquement, il a pris de la matière. Bah, y en a un qui leur a fait voir, peut-être, en termes de gabarit, c'est à peu près le même qu'un Kanguinli, c'est Warren Zaïre-Emery. Quand tu vois que tu peux pas le bouger, ben peut-être qu'il s'est dit, il faut que je fasse la même chose. En tout cas, pour Fabien Ruiz, juste, est-ce que alors, dans les championnats nord-américains, vous connaissez mon amour pour le hockey sur glace et donc la NHL, on dit blessure haut du corps, blessure bas du corps, et après, débrouillez-vous, ils ne communiquent pas dessus. Est-ce que cette communication, cette non-communication, ce flou artistique autour de la blessure de Fabien Ruiz, pour revenir sur Fabien Ruiz, est-ce que le Paris Saint-Germain devrait nous en dire plus, ou finalement, c'est comme ça, c'est la vie et c'est normal. Là, c'est plus la presse finalement qui se pose la question, mais est-ce qu'on devrait en savoir plus et on devrait comprendre? Parce que là, on comprend rien en fait. Parce que d'un côté, il y a le coach qui est flou, les communications floues, enfin tout est flou. Ilyes. Peut-être que c'est flou parce qu'au sein même du club, c'est flou, tout D'accord. simplement. Donc, j'ai bien aimé l'exemple d'Emeric qui dit que peut-être que le club veut prendre une décision et que le joueur, lui, n'est pas très chaud. Donc, c'est peut-être ça le souci finalement, et que l'imprécision qu'on a autour de ça est liée est le reflet de ce qui se passe en ce moment au club. Luis Enrique qui a dit c'est un vrai problème pour nous d'avoir des joueurs importants, dont Fabien Ruiz, comme Ruiz, donc loin des terrains. On va rester positif en espérant son retour le plus vite possible, mais je n'ai pas de délai. J'ai pas de délai. Surtout que sur Ruiz, on apprend il y Ça fait à a... peu près la même chose du côté du Real Madrid avec l'homme qu'on surnomme Kiki. Avec Arbeola qui a dit aussi question de délai aussi pareil. En fait, il y avait des signes rassurants sur Fabien Ruiz très rapidement, mais quand on nous dit qu'il reprend l'entraînement individuel, on se dit ça y est, il va faire 3 à 4 jours d'individuel, puis reprendre avec le groupe, puis progressivement avoir une place dans l'effectif. Et finalement, on atteint cette bonne nouvelle et bam, on redescend. Donc, c'est vraiment très curieux. C'est très curieux et on va suivre ce qui va se passer pour Fabien Ruiz. Espérons bien évidemment qu'il revienne au plus vite, mais moi, Chelsea, aller et retour, je pense qu'en fait, en gros, si tu passes cette séquence-là, il faut que, même pas il aille en sélection, et en fait, il faut le retrouver début avril. Et il faudrait espérer. Maintenant, c'est un peu ça le calendrier, je pense, pour lui. Du côté de Fabien Ruiz. Les amis, on va passer sur la Ligue des Champions, puisque on est fixé. Alors, on s'est évité de retourner pour la énième fois à Barcelone. Et là, finalement, bing, tu tombes sur Chelsea. Chelsea, Paris Saint-Germain, 11 mars prochain. PSG-Chelsea à vivre sur notre antenne. Ce sera au Parc des Princes. Et ensuite, le 17 mars prochain, ce sera le match retour. Comme on se retrouve, on le rappelle, on a déjà affronté cette équipe en Coupe du Monde des clubs. Je me rappelle encore de voir le coach énervé comme pas deux et envie de mettre des gifles à je ne sais plus quel joueur, João Pedro, qui est toujours aussi malaisant sur un terrain. Tu as envie de lui mettre
des petites claques comme ça là. Mais en tout cas, il est agaçant et énervant. Et cette équipe de Chelsea qui avait donc remporté la finale de la Coupe du Monde des clubs face à un Paris Saint-Germain émoussé, éreinté, qui s'était fait rentrer dedans. Et voilà, on se récupère Chelsea. Donc, ma question, elle va être très simple. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais tirage pour le Paris Saint-Germain? Ce qui nous permettra ensuite, bien évidemment, de tourner autour de cette équipe de Chelsea qui a perdu hier 2-1 face à Arsenal dans le derby, qui est désormais 6e de Première Ligue, qui a terminé 6e de sa phase de poule unique de Ligue des Champions. Bon, j'ai regardé le match hier. On va pas s'appuyer sur le match d'Arsenal parce que c'est sur le coup de pied arrêté, ils sont infernaux. Ils ont un jeu vertical qui fait très très mal. Ça peut être compliqué pour le Paris Saint-Germain. À chaque fois, je me disais bon, attends, cette situation, Paris, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'avais un peu de mal à me projeter. Voilà, j'ai mis l'introduction, les amis. Est-ce que c'est un bon ou mauvais tirage, Aymeric? Ton avis? Moi, j'avais envie de prendre Chelsea. Ouais. Parce qu'on a déjà joué le Barça, parce que c'est des souvenirs un peu trop récents et que, je sais pas, il y a une âne de faire. Là, c'est vraiment juste en tant qu'amoureux du foot et de l'histoire, c'est Stamford Bridge. Je trouve que ce stade dégage un truc. On a déjà fait 2014, 2015, 2016 à Stamford Bridge. J'aime bien les signes du destin. Après une conquête de l'Angleterre la saison dernière, on repart visiblement sur le même programme. Donc, on va aller tosser Chelsea gentiment comme il faut. Et puis après, s'ouvre à nous encore des portes. Non, c'est un tirage intéressant. Je trouve que oui, ils ont posé des problèmes à Arsenal hier, mais il faut voir ce que c'est Arsenal aussi en ce moment. En termes de jeu, j'ai regardé le match, j'avais envie je pleurais du sang, c'était vraiment horrible. C'est une équipe combative, mais c'est aussi une équipe qui encaisse 1 ou 2 ou 3 buts par match, qui prend. C'est l'équipe la plus sanctionnée. Je crois qu'ils auront déjà 8 ou 9 cartons rouges depuis le début de saison, 3 sur ce mois dernier. Ils perdent encore un hier avec. C'est qui se fait exclure hier? Jean-Pierre Neuneu, quoi. Il prend un jaune pour contestation et derrière il te fait un tacle de boucher charcutier au secours. Donc tu sens qu'il y a quand même des caps qui se touchent dans cette équipe et c'est une défense aussi friable. Un Cole Palmer qui est loin du niveau du mec qui nous a saucé l'été dernier aux États-Unis. Je l'ai trouvé vraiment très emprunté, des gestes techniques d'une imprécision, mais franchement d'une folie hier. Des passes à 5 mètres de trop, des dribbles qui n'existent plus. Donc quand Cole Palmer n'est pas au niveau de Cole Palmer et que tu rajoutes tout ce qu'on vient de dire déjà, si tu n'arrives pas là en te disant que tu es favori et que tu dois passer, tu n'es pas champion d'Europe en titre, quoi. Le coach l'a dit, il fait, je rappelle que c'est nous les champions d'Europe en titre, donc on ne va pas baisser les yeux face à cette équipe de Chelsea. Harris, sur Chelsea, à ce stade de la compétition, on ne peut pas dire qu'il y a un bon ou mauvais tirage. De toute façon, pour aller au bout, il faut battre tout le monde. Oui, mais sur le papier, tu as une équipe de Barcelone parce qu'on pouvait tomber ou sur Barcelone ou Chelsea. D'un côté, tu as Barcelone où c'est des portes de saloon derrière, qui montent très très haut, donc avec beaucoup d'espace. Chelsea, tu sais que ça peut être, c'est beaucoup plus. Moi, je suis comme Aymeric. Moi, Chelsea, ça me va très bien pour le Paris Saint-Germain. Chelsea, c'est un style de jeu qui les Parisiens, ils aiment pas trop se faire rentrer dedans. Ils aiment même pas du tout. Et le PSG aussi peut montrer qu'il est capable de répondre à ce défi physique. Et c'est une bonne occasion aussi pour eux de. Tu trouves qu'on a la moelle pour aller répondre à ce défi physique-là? Oui. Je pose. T'as vraiment peur en fait là, de Chelsea? Non. Écoute, très franchement, ce que je vois du Paris Saint-Germain en ce moment, j'ai des doutes. Sur la construction de l'équipe. Après, derrière, voilà, en voyant le match hier. Sur coup de pied arrêté, ils sont infernaux. C'est vraiment, ça brasse dans tous les sens, ça tire les maillots. Ils sont insupportables, mais ils vont mettre le bazar dans la défense parisienne. Derrière, ils jouent ce jeu direct qui peut nous poser problème. Ils ont Rosenior qui nous connaît un peu. Enfin, voilà, il y a des petits signaux. Voilà, pardon, excuse-moi. Après, non, mais dans la préparation des matchs, Luis Enrique est aussi très fort. Oui. Donc, il va rentrer dans la tête de ses joueurs et il peut leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il va falloir mettre le bleu de chauffe et. Je pense que le Paris Saint-Germain est capable de le faire. Oui, Ilyes, je t'ai vu réagir. Moi, entre le FC Barcelone et Chelsea, j'estimais que le Barça était le meilleur tirage possible pour le Paris Saint-Germain parce que Chelsea est une équipe vraiment dans ce combat, dans cette agressivité, dans ce vice. Et à mon sens, c'est l'équipe parfaite pour titiller le Paris Saint-Germain comme n'importe quel gros. J'ai eu la chance de faire quelques matchs de Chelsea cette saison à Stamford Bridge. Je les avais vus notamment contre le FC Barcelone en phase de ligue. Il leur avait mis un 3-0. Le Barça n'avait pas existé. En fait, au milieu de terrain, attention, parce que Moïse Caicedo,
qui est vraiment énorme dans la récupération, dans les interventions physiques, etc. C'est vraiment une équipe qui est capable de se transcender sur les grosses affiches, et ce depuis le début de saison, hein, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Tout comme elle est capable de passer à côté face à des promus de Première Ligue ou des mi-temps entières en Ligue des Champions. On verra quel visage de Chelsea on aura. Je rappelle que le match retour sera à Stamford Bridge. Est-ce que finalement c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain quand on sait qu'à domicile, le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est pas toujours très rassurant non plus. Mais en tout cas, ouais, pour moi, ce tirage, je dirais pas que le Paris Saint-Germain part favori, je dirais pas que Chelsea part favori non plus, mais en tout cas, Chelsea est vraiment l'équipe pour causer des soucis et causer du tort au PSG. En tout cas, ce Paris Saint-Germain-là, Aymeric, a quand même un goût de revanche. Il y a un petit, on a envie de. Moi, j'ai pas aimé la séquence du match. On se fait rentrer dedans. Avant match, ils nous allument. Pendant le match, ils nous marchent dessus. Fin de match, ça dérape. Rien m'avait plu, donc non, je sais pas. Toi, t'as un petit goût de revanche aussi ou pas? Luis Enrique a dit que non. On n'est évidemment pas obligé de le croire. Tu sais très bien que les joueurs ont encore ce qui s'est passé aux États-Unis contre Chelsea en tête, et je pense que évidemment qui sera là. Maintenant, c'est pas ça qui va faire le sel de ce match. T'as pas besoin d'avoir un passif avec ces. Comment dire? Des blues. Comment dire poliment? Non, c'est blues. C'est blues. Voilà, c'est blues. Voilà. T'as pas besoin d'avoir un passif avec eux pour péter un câble sur le terrain, parce qu'ils vont essayer de te faire sortir de ces gonds. Mais je rappelle qu'ils sortent eux-mêmes de leurs gonds. Enfin, c'est prendre autant de rouge, ça dénote quand même quelque chose dans ta mentalité, dans ton état d'esprit, dans cette faculté à pouvoir perdre les pédales à tout moment. Et là où mais moi, je suis toujours pareil, je suis un couillon avec le PSG, c'est que je me dis qu'à partir du moment où va venir l'heure des huitièmes, et peut-être que je me gourre et qu'il va se faire sortir propre et net, mais je crois que les mecs se transforment, les mecs se transcendent, et que dès les premières minutes du match aller, on va vite sentir que c'est pas le PSG qu'on a vu contre Monaco, que c'est pas le PSG qu'on voit ces dernières semaines. Oui, ça va être dur. Moi, effectivement, dans un profil technique, et l'adversaire qu'il nous fallait, c'était le Barça. Mais moi, j'ai envie d'aller les voir charbonner, et je pense que ça peut marquer le début, encore une fois, d'une nouvelle aventure que tu vas créer. Après, ça peut être Liverpool. J'aime bien l'histoire qui nous est proposée, en tout cas. Ouais, c'est ça. Le PSG aura aussi une semaine de préparation entre les deux matchs. Ça aussi, ça peut y jouer. On sait, il n'y a pas eu de prépa cet été, on le répète assez souvent. Donc physiquement aussi, ça va permettre aussi de régénérer les têtes entre ces deux matchs. On rappelle que le Paris Saint-Germain a fait la demande pour décaler son match pour affronter le FC Nantes. Le match était entre les deux, donc tu te dis que si tu joues le 11... Normalement, tu allais jouer le 14 mars contre cette équipe de Nantes, et ensuite tu allais enchaîner. Est-ce que pour vous, c'est normal qu'on ait demandé cette... Parce que là, on entend tout le monde en train de crier au loup contre le PSG, c'est un scandale, il y en a que pour eux, c'est tout le temps pareil. Moi, je trouve que le PSG est dans son intérêt de demander. Maintenant, libre au FC Nantes de refuser, quoi. Parce que se taper le PSG fin avril dans la course au maintien et être concerné par le moindre point et recevoir le PSG qui sera peut-être de son côté dans la course au titre, non, le PSG fait rien de mal, mais Nantes qui accepte ça, c'est ça le vrai souci de l'équation, quoi, pour favoriser le temps de récupération du PSG face à Chelsea en Ligue des Champions. Pour moi, c'est sur ça qu'on doit s'interroger. Aymeric, Kita, c'est notre ami, quoi. Tu sais pas, déjà l'année dernière. Hein. Bah oui, puis même après. On lui file pas de joueurs. On n'a pas non plus, tu vois. Il espère juste peut-être nous vendre le jeune Tati. Ouais. À tous les coups, c'est ça. Il doit se dire, ils vont me le prendre à un gros prix. Non, mais je crois qu'il aime bien se faire bien voir des puissants. Il aime bien se faire bien voir de Nasser. Du coup, c'est porte ouverte à chaque fois. On fait ce qu'on veut. On marche dessus. Je trouve ça. Ouais, franchement, je serais nantais, je serais fou furieux de voir ça. Pareil, ça, c'est quoi? Une fois qu'on a été champion d'Europe, on joue chez eux, ils nous sortent un gâteau. Enfin, t'avais un truc, non mais c'est gênant devant la télé. Tu vas arrêter, quoi. Putain, c'est le premier match de la saison. Le match de la saison. Mais c'était lunaire la scène. Non mais moi je veux bien un petit peu. Ouais, ok, bravo les gars, mais là. C'était du chocolat. C'était pas du chocolat. Oui, une Ligue des Champions au chocolat. Une Ligue des Champions au chocolat. C'était gênant. Et là, écoute, dans une saison où ça va être très dur pour eux, comme tu dis, prendre ce match-là à ce moment-là de la saison, vous faites comme vous voulez. Nous,
on a le droit de demander, vous avez le droit de refuser, vous avez le droit d'avoir un peu de fierté, vous n'en avez pas. Bah écoute, on dit merci. Moi je trouve que le PSG aurait pu s'en passer, on s'est fait sortir de la Coupe de Mais France. t'as pas beaucoup de staff, c'est ça le problème. L'équipe, elle est. Moi, je trouve qu'on tire sur la corde. Hein. On a quand même 4 gars encore à l'infirmerie, je sais pas. Hein, Non, mais voilà, bon, sur le Ok. principe, pourquoi pas. T'as le droit de demander, ils ont accepté, tout le monde est d'accord, tout le monde est content. Se laisser une semaine quand même contre Chelsea. Imaginons qu'il y a. Chelsea qui, de son côté, joue Oui. à Newcastle en plein Juste avant, milieu. ouais. Hein. Ouais, c'est ça. Mais imaginons qu'à l'aller, il se passe un scénario un peu catastrophe. Le PSG perd 2-0 au Parc des Princes et pendant une semaine, tu vas ruminer sur ce score. Au lieu de te remettre en confiance justement contre Nantes, Toi, ça te plaît pas? je sais pas. Non, honnêtement, on en a parlé juste Ouais, avant. Je t'ai ouais, dit que c'est c'était vrai. peut-être pas un si gros bienfait pour le Paris Saint-Germain. Bon, maintenant, après avoir écouté un peu vos arguments, je suis mitigé, mais je comprends en tout cas évidemment hein, le fait de se laisser une semaine, de se focaliser pendant une semaine entière sur la Ligue des Champions et sur ces 2 matchs couperets face à Chelsea. Mais j'y vois quand même des petits bémols et notamment le fait de se dire que s'il y a scénario catastrophe, revenir au campus tous les jours et avoir cette mission en tête. En fait, rentrer dans la surmotivation. L'année dernière, Luis Enrique parlait de ça, que pour les gros matchs, il fallait être à 100% et pas 105%. Bah là, j'ai l'impression qu'on va contre le discours d'Enrique dans ce sens-là, quoi. Ouais, de toute façon, on est quand même sur une saison avec quelques contresens Oui. par rapport à ce qu'on a vécu. crois Quand on a vécu la saison. Je te sens pas d'accord avec les propos de Non, je pense ton que ami c'est et camarade de jeu. Non, je pense que c'est une bonne idée. Ils ont raison. Comme tu l'as dit, on tire sur la corde. L'effectif, il est pas énorme. Ah bah non. Après, est-ce que c'était une bonne idée ou une mauvaise idée? On va le savoir le 17. Après le match retour, s'il y a qualification Ça, Ah, c'est ou sûr. pas. Ça, si le PSG se qualifie avec 2 matchs aboutis et tout, on va crier. Enfin, ce sera bien joué. Je m'inclinerai, je serai le Mais premier. tout le monde, par contre, si tu perds, tout le monde va te tomber dessus en disant ah ils font changer le calendrier, Bah puis en ouais, plus ouais. derrière ils ont perdu. Et puis en plus, tu payes aussi ta politique de recrutement au mercato estival. Enfin, je veux dire, maintenant, faut assumer ses choix. Tu as pris la décision de partir avec cet effectif-là. On l'a tous alerté en début de saison. Ça allait être hyper compliqué. Ça l'a été. Tu as perdu énormément de joueurs. Tu en as encore de côté. On ne sait même pas ce qui leur arrive. Faut assumer tes choix, gros. Et là, ils l'ont pas fait. Donc maintenant, ils réclament une petite semaine. On la leur donne. Ok, très bien. Moi, je suis pas méga fan. Je trouve pas ça terrible. Et je trouve qu'une semaine sans match pour un club comme ça, c'est non pas forcément bien. Non. Ce qui est sûr, c'est qu'on va suivre cette rencontre face à Chelsea. Franchement, perdre face à une équipe avec un gardien de but comme Robert Sanchez, je vous invite à voir le deuxième but qu'il prend face à Arsenal. Franchement, sa glissade. Enfin, bon, bref, Robert Sanchez, oui, je suis d'accord. Il est très irrégulier, mais rappelle-toi du match qu'il avait bah, fait le contre. match, oui. Ah oui. Mais oui, ça je m'en rappelle bien. Mais, non, mais c'est ça, le truc qui m'a rendu fou, c'est qu'il a fait un match de bien dans sa vie, et puis maintenant il commence à nous allumer dans les médias en disant on va leur faire voir maintenant ce que ça donne. En fait, ils ont pleuré en disant que c'était pas nous, on n'était pas les meilleurs, qu'ils étaient fatigués. On va leur faire voir ce que c'est à la régulière pour cette rencontre. Juste message pour les joueurs du Paris Saint-Germain, s'il vous plaît, messieurs, faites un effort, éliminez-les. Je ne supporterai pas d'entendre la musique. Alors il faut le savoir, à chaque fin de match, quand l'équipe de Chelsea gagne à Stamford Bridge, on a le droit à du Madness et et je me rappelle de cette séquence en 2000, donc on est sur 2014 avec Dembaba, tu vois, ouais. donc, hein, Ah, bam, marque le but et je te jure, je ne peux plus. Dès que j'entends cette musique, j'ai envie de péter un câble. Je les vois tous en train de. Alors après, derrière, l'année suivante, s'y retourner, tu leur dis alors, on n'entend plus la musique. Mais bon, voilà, c'était juste pour la petite. Après, ils vont entendre pendant 1h30 les ultras du PSG chanter. Donc c'est ça. C'est dur pour eux. Ça va faire mal, effectivement. Est-ce que la présence de Rosenior peut. Voilà. Bah oui, Ah. oui, Il y a On ça, en les parle, gourmandises. on a oublié de mentionner Ben ça. oui, Mais, parce qu'en fait, mais c'est un. parce qu'on rappelle qu'on a battu la réserve de Chelsea, Strasbourg, et qu'on a fait match Voilà. nul face à elle. Donc on a fait 3-3 et 2-1 pendant le. Voilà, on rappelle Blouco, tout ça, tout le tralala. On va connaître une bonne partie des joueurs qu'on rencontrera la saison prochaine si on recroise Chelsea dans un championnat. Rosenior nous connaît par cœur et nous a quand même souvent posé des emmerdes. Bah, c'est ça, Pardon. oui. Des ennuis. Oui, c'est complètement ça. On a oublié de mettre ça dans l'équation, mais maintenant Chelsea est dirigé par Liam Rosenior, donc depuis le début du mois de janvier, un entraîneur qui connaît parfaitement le PSG, comme tu l'as dit, qui a posé des soucis au PSG avec le Racing Club de Strasbourg. Avec tout le respect qu'on a pour Strasbourg, il a quand même récupéré une équipe avec des joueurs de plus grande qualité à Londres.
Donc pour un entraîneur comme lui qui a souvent tenu tête au PSG, mais qui a souvent perdu de justesse, il y aura peut-être aussi cet esprit de vouloir prouver que avec une grosse équipe de calibre européen, je peux sortir le PSG. Donc méfiance à ce niveau-là aussi, vraiment. Pour lui, il a besoin, Rosenior, d'exister sur la scène européenne. Tout le monde s'est un peu moqué de lui. Le scalp du Paris Saint-Germain lui tend les bras. J'ai pas envie de ça, parce que ne me tombez pas dessus en disant ouais, vous êtes négatif. C'est juste que je regarde un peu, et on le fera encore la semaine prochaine dans la prochaine tribune, parce que, bien évidemment, mais c'est quand même un match aussi pour lui. Il va en faire une affaire personnelle, Calimero. Parce que oui, il s'est plaint que la presse française l'allumait, tout ça. Donc j'ai détesté sa sortie quand il est arrivé à Chelsea en disant qu'il s'était fait allumer dans tous les sens. Enfin, non, complètement lunaire. Toutes ces sorties, beaucoup de mépris. Voilà, on s'en fout, beaucoup de mépris. Mais là, pour le coup, tu sais quoi, je vais en avoir du mépris. On s'en fout de toi. Non, sérieusement, la presse française a eu du mépris. Bah non, viens travailler. Enfin, fais ton taf. Et en plus, on l'a applaudi parce que justement, il faisait du super taf avec une super équipe. Pardon, Harris, à toi. Non, mais comme tu l'as dit, pour lui, cette double confrontation peut lui permettre de rentrer dans la cour des grands entraîneurs en faisant tomber le champion d'Europe qu'il connaît parfaitement. Il a un bilan équilibré, je crois, contre le PSG. Ouais. Il a dirigé 3 matchs contre le Paris, une victoire, un nul, une défaite. Donc lui, il a tout à gagner sur cette double confrontation. Enrique le connaît aussi très bien. Et puis il l'apprécie. Enrique aussi le mettait souvent en avant en disant des garçons qui font du bon travail comme un Rosenior. C'est vrai. Ouais. Il appréciait la façon dont jouait Strasbourg face à Paris. Avec une jeune équipe en plus. Avec une jeune équipe et avec cette idée de, même au Parc des Princes, d'aller les chercher, de presser, de pas fuir son identité. Et ça, c'était quelque chose qu'Enrique respectait, ouais, absolument. Effectivement. En tout Parce qu'au Parc des Princes, on le sait, toutes les équipes, 90% des équipes viennent en bloc bas, 5-4-1. Ils ont mené 3-1 avec Rosenior au départ, avant de revenir à 3-3 dans cette rencontre. On n'affronte pas Strasbourg, on affronte Chelsea. Vous suivez un petit peu, on ne va pas se mélanger, bien évidemment. Et on va retrouver, j'espère que il est blessé, mon Cucurella, ou est-ce qu'il va pouvoir se faire tirer les cheveux par notre joueur Il n'était pas là hier. Ah zut! T'inquiète pas, des têtes à claque, c'est pas ça qui marche. Mais oui, c'est vrai que cette tête à claque là, tu vois, par le Parc des Princes, voilà, c'est ça. Par le Parc des Princes, une bonne bronca pendant tout le match, quelque chose un peu, tu vois, pour il était là hier. Il était là hier? Oui, il était là. Tu vois, je l'ai pas. Il a été. Ou pas. Ah non, autant pour moi, je regardais le mauvais. Excusez-nous, il a regardé Arsenal-Chelsea la saison dernière. Ouais, c'est vrai. Bon, les amis, il est temps de se dire au revoir. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le prochain match du Paris Saint-Germain, c'est PSG Monaco. C'est le vendredi 6 mars à 20h45 et c'est à suivre en intégralité sur l'antenne d'ici Paris, Île-de-France. Merci à Haris Djelani, merci à Aymeric Le Gall et à Elias Peters d'être venus dans ce studio. Merci pour cette première, Haris. Tu reviens quand tu veux. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à Elori qui a été patiente pendant cette heure et demie d'enregistrement. Merci de votre soutien, de vos petits messages, de vos abonnements, de vos likes. N'hésitez pas à bien sûr voter pour le joueur du mois de février pour le Paris Saint-Germain. Peut-être que si c'est Warren Zaïre-Emery qui a le trophée, peut-être qu'on pourra aller le voir pour lui proposer un trophée et pour peut-être lui proposer une interview, un entretien. Et je salue à nouveau, bien évidemment, sa grand-mère qui nous écoute très régulièrement. C'est vrai, Aymeric, tu rigoles. Mais je rigole pas du tout, je trouve ça super mignon. Info de Marc Méchénois. Eh bien, on l'embrasse. Et voilà, elle nous écoute très régulièrement dans ce podcast et aussi les matchs sur notre antenne. Voilà, depuis de nombreuses années. Donc merci à elle et merci à vous toutes et tous qui nous suivez. Allez les amis, après tout cela, on se dit au revoir. Il est temps de débrancher ce podcast.